Salut tout le monde, c'est Pantimlax et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc consacrer notre temps à créer une application .NET MAUI, du coup une application mobile, qui va utiliser une base de données SQLite, donc une base de données que l'on peut qualifier de portable. On va pouvoir y stocker, dans le cadre de l'application, une liste de mots de passe en fait, que l'on pourra utiliser pour créer un petit gestionnaire de mots de passe. Que vous pouvez voir à l'écran ici par exemple. On peut stocker du coup un identifiant qui est composé du nom d'un site, d'un nom d'utilisateur et enfin d'un mot de passe, donc qui s'affiche une fois que l'on a le focus sur ce champ. Donc ça va permettre du coup d'aborder quelques notions de .NET MAUI, assez simple. Et on va pouvoir du coup ajouter des nouveaux mots de passe. On va pouvoir les afficher, donc afficher leur information. Si on veut retourner sur la liste, voilà, on clique sur annuler, on peut cliquer sur supprimer avec une petite alerte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce mot de passe? Oui, je suis sûr. Si l'on clique sur non, forcément il ne se passe rien. Et donc voilà, c'est une application assez simple pour se mettre en jambe avec .NET MAUI et notamment .NET version 7 qui est sortie hier. Avant de commencer à coder, je tenais à vous parler de GCA. Alors GCA, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où tu peux retrouver de nombreuses ressources concernant le développement, le graphisme et même la modélisation 3D. Bref, c'est idéal pour t'accompagner dans tes projets. Et surtout, donc, pour profiter de tout ça, vous avez le site internet gca.fr que vous voyez affiché à l'écran et leur serveur Discord qui est l'endroit qu'il ne faut pas louper. Il y a plus de 9000 membres et je vous conseille absolument, puisque ce lieu est vraiment dédié à l'entraide et vous pourrez beaucoup apprendre en discutant avec des gens qui s'intéressent au même sujet que vous. Vous verrez que tout est super bien organisé et vous avez énormément de ressources et de tutoriels disponibles grâce à GCA. Vous pourrez donc retrouver le lien du Discord dans la description ainsi que le lien de leur site. Alors donc avec Visual Studio 2022 ou autre, je vous conseille d'être sur Visual Studio 2022 pour utiliser .NET MAUI. On va donc créer un projet, application.net MAUI. Alors on va l'appeler MAUI App Password Manager par exemple. On va l'appeler My Password Manager. Hop. Ok. .NET 7.0, je choisis du coup. Dans mon cas, il faut l'avoir installé en allant sur le site de Microsoft et en indiquant .NET 7.0. Alors moi j'ai un émulateur du coup Pixel 5 sur l'API Android 31 si je ne m'abuse. Alors ne plus afficher ce message. Donc forcément comme on est avec .NET MAUI, on va pouvoir utiliser l'application sur Android ou bien sur Windows. Alors moi je ne vais pas utiliser iOS car je n'ai pas d'appareil iOS pour débugger. Donc je vais dans les propriétés du projet. Projet, propriété de My Password Manager. Et je vais dire à l'application que je ne veux pas cibler la plateforme iOS, donc je ne vais pas compiler de code pour cette plateforme, et comme ça je vais gagner du temps à la compilation. Alors, la première chose que l'on va pouvoir faire, avant de commencer, c'est d'installer des packages Nugget, pour communiquer avec une base de données SQLite, et pour en créer une aussi. Alors, projet, gérer les packages Nugget, et on va écrire SQLite-net-PCL. Alors, ça va être le premier qui a 9 millions de téléchargements ici, donc actuellement en version 1.8.116. Pour des raisons de compatibilité avec .NET MAUI, il faut aussi télécharger le package SQLite PCL Raw Bundle Green. Donc comme ceci, que l'on retrouve ici avec 45 millions de téléchargements. On installe ce second package. Si on va dans la rubrique installer, on devrait du coup les voir apparaître juste ici. Ok. Donc ensuite, on va créer la structure de notre projet en ajoutant des dossiers. Donc je fais un clic droit sur ici mon projet à droite, ajouter nouveau dossier. Je vais appeler un dossier data. Ce sera dans ce dossier que l'on mettra les classes en relation avec la base de données. Un dossier models qui vont être finalement les tables de la base de données. Un dossier view pour y passer nos vues tout simplement. Et je vais créer une nouvelle classe. Nouvel élément. Je vais l'appeler constante. Donc on va pouvoir y placer
quelques constantes, principalement en rapport avec la base de données, comme son nom, ou encore les flags pour la création et l'utilisation de notre base de données. Voilà, comme ceci, on va avoir notre classe constante. Bah écoutez, on va pouvoir directement l'alimenter. On va créer la première constante, public const string database file name. Et on peut simplement l'appeler database.db3, qui est l'extension officielle pour les bases de données SQLite. Alors, une des extensions. Et ensuite, on va utiliser SQLite Open Flags. Alors, ici, on va du coup indiquer la méthode d'ouverture de base de données. Donc SQLite Open Flags. Je l'ai mal écrit. Hop. Point. Read. Alors attendez. Flags avec un S. Point read write. Donc là, ça va permettre d'indiquer à la base de données que lorsque l'on va l'ouvrir, on l'ouvre pour lecture et d'écriture. On va, en plus, si la base de données n'existe pas, la créer. Donc il nous faut le flag create. On peut le mettre par exemple dans l'ordre alphabétique aussi. Tac. Et enfin, SQLite openflags.showCache. Voilà. Donc là, ça va nous permettre en fait d'activer le multithreading pour l'accès à la base de données, donc d'améliorer les performances. Ok. Il va nous falloir une troisième constante. Public const string database pass. Alors je peux la mettre juste en dessous celle-ci. Ça va être la concaténation, donc avec la variable, avec la classe statique pass.combine. Et là on va récupérer du coup depuis la classe statique file system AppData Directory, qui est généralement, comme son nom l'indique, le dossier où on va stocker des informations à propos de des applications installées sur le système. Et donc on récupère ceci, database file name. Public statique, pardon. Ici, on ne peut pas en fait créer de constante à partir de cette expression, puisque ce n'est pas constant. Ça va changer selon les différents systèmes. Donc on la rend statique pour y avoir quand même accès à partir de la classe, sans avoir à instancier la classe constante. On va ensuite s'attaquer à la définition du modèle, donc je vous invite à créer une nouvelle classe dans le dossier models, classe. Je vais l'appeler login credential pour identifiant de connexion. Cette classe-là, on va la rendre publique. Alors je zoome, hop. J'enlève le namespace comme ceci. Ce que l'on va faire, c'est effectivement créer une propriété password. Alors ça ne va pas être email, mais tout simplement username. Hop. Et un identifiant pour la clé primaire de notre base de données. Moi j'aime bien mettre des espaces ici. Et le champ website pour indiquer sur quel site notre identifiant il est lié. Pour définir la clé primaire du coup dans notre base de données, on va devoir utiliser des annotations, des attributs. Primary key, on n'oublie pas le using de SQLite. Et ici, l'identifiant va être unique et auto-incrémenté, donc on ajoute l'attribut auto-increment. Voilà, et donc tout sera fait de manière automatique et géré en interne par SQLite. On va créer la base de données, la classe qui va gérer la base de données dans le dossier data. Database.cs. De même, on rend la classe publique. On enlève ceci. Tac. Ok. On va créer un constructeur qui va être vide. C'est ce qui va nous permettre d'instancier du coup notre classe avec l'injection de dépendance tout à l'heure. Vous allez voir ce que cela donne. Hop. Lorsque l'on va l'enregistrer en tant que service dans MAUI Programme. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut faire tout de suite, maintenant que notre classe est créée.
Donc notre classe database va être un singleton. Ça va permettre de n'avoir qu'une instance pour notre programme, durant toute l'exécution de notre programme. Donc juste ici, builder. Donc dans le fichier MAUI-programme.cs, on rajoute dans les services un singleton sur notre classe database. On n'oublie pas le use mypasswordmanager.data. Donc voilà, on a enregistré notre classe ici en tant que service singleton. Ça nous permet d'aller par exemple dans notre vue mainpage, mainpage.xaml, et d'ajouter ici notre base de données database. Alors par contre, il nous faut using mypasswordmanager.data. On peut du coup l'injecter ici, rajouter une propriété read-only, database, oui, database, tac, et indiquer du coup au programme que voilà, this.database égale database. Et on a notre propriété database ici d'initialiser. Tac. Ce que l'on peut faire directement, c'est déplacer eh bien, notre main page dans le dossier view. Oui. Et d'ailleurs, de le renommer. Je ne sais pas s'il y a une meilleure méthode pour le renommer. On va faire comme ceci. On va le renommer, donc on a le modèle login credential, donc on va le renommer login credential list page. Ça va être la page qui contient la liste de nos identifiants. Donc on renomme le x2.class dans le fichier XML, et on renomme la classe ici, et le constructeur ici. Et normalement, si je lance la génération, je ne devrais pas avoir d'erreur. Comme ça, c'est déplacé dans la view, dans le dossier view. Ok, donc on va avoir effectivement une erreur sûrement dans AppShell. Au lieu d'avoir local ici, on va utiliser views. MyPasswordManager, on va indiquer .view. .view et dans la page ici, namespace .view. Dans le XAML, il faut utiliser le namespace view et la classe comme ceci. Ok, parfait. Donc dans les fichiers de vue, on a bien namespace avec le .view ici. Et maintenant, je l'ai renommé view. Il ne faut plus utiliser le namespace local, mais views. Ok, donc là, tout devrait bien se passer. View main page, d'ailleurs, main page ne s'appelle plus main page, mais plutôt login credential list page. Bien. On va pouvoir directement aller dans le MAUI programme et enregistrer notre vue comme étant aussi un singleton. C'est-à-dire que la page, la liste des identifiants ne va pas changer au fur et à mesure du temps, à part qu'il y aurait un élément en plus ou en moins, mais elle ne doit pas être en fait réinitialisée à chaque fois que l'on arrive sur cette page. Parce que si l'on ne définirait pas cette classe comme étant, cette vue comme étant un service singleton, eh bien il y aurait un rendu qui serait réeffectué à chaque ouverture de la page, et une réutilisation des données. Or ce n'est pas ça que l'on veut. Login credential list page. On va pouvoir créer l'autre vue, comme ça ce sera fait. Donc je vais aller dans le catégorie .NET MAUI, Content Page XML, et je vais l'appeler Login Credential Item Page. Voilà. Hop. Je vais pouvoir ajouter un autre service. Cette fois-ci, ce ne sera pas un singleton, mais un transient. Pourquoi cette fois-ci un transient? Parce que eh bien, les données vont changer à chaque fois que je vais sur cette page, puisque on va passer en paramètre eh bien, la définition d'une de nos entités.
en paramètres. Et donc on a besoin de rafraîchir les données à chaque affichage. Bien maintenant on va aller dans la classe database et créer la fonction initialize, qui serait une méthode asynchrone. Hop. Donc l'objectif, ça va être d'instancier la base de données, de la créer, de créer le fichier de base de données. Donc on va créer une propriété SQLite Async Connection, on veut une connexion asynchrone pour ne pas bloquer l'affichage lorsque l'on effectue des requêtes. Connexion. Alors, si la connexion n'est pas nulle, alors on arrête. Return. Tac. Voilà, on peut écrire ça comme ceci. En fait, l'objectif, ça va être de créer une fonction qui va être appelée dans chaque méthode de requêtage de la base de données. Et on initialise la base de données si elle n'est pas déjà initialisée. Comme ça nous permet ça permet à l'utilisateur qui utilise cette classe de ne pas se soucier de l'initialisation de la base, c'est fait un peu automatiquement. Et donc on commence par créer, du coup alors, pour l'instanciation de cette classe, il nous faut une connexion string, donc pass.combine ou tout simplement un database space, voilà. Et donc ce que l'on récupère, c'est pardon, pass.combine, on va pas utiliser ça, mais on va utiliser nos constantes, constante.database pass, pardon. Et donc voilà, on a notre chaîne de connexion ici, et on va utiliser await connexion.create table async, et la création d'une table comme ceci se base sur un modèle. Donc on utilise la création de la table login credential. Voilà. Donc ça devrait bien se passer comme ceci. On va pouvoir créer la méthode qui va permettre de récupérer. Alors async, par défaut elle est privée, mais si on veut plus d'informations, on peut la rendre privée comme ceci. Public async task de login credential, alors de liste d'ailleurs. Tac. On va l'appeler get items async. L'objectif du coup, c'est de récupérer alors tous les objets de la base de données, de la table login credential. On appelle du coup, comme je vous l'ai dit, la méthode initialize à chaque appel d'une méthode dans cette table. On va return la fonction connexion.table de login credential .toListSync, voilà. Donc on va voir la table login credential et la fonction toList va permettre en fait de récupérer tous les éléments sous forme de liste avec le type qu'on a passé. Voilà. Donc on va s'occuper de créer la view de la liste. On va pouvoir supprimer tout ce contenu. Et on va travailler en format grid pour gérer l'affichage. Alors dans notre grid, on va créer deux lignes. Une ligne qui prend l'espace nécessaire et une ligne, tout l'espace nécessaire dont elle a besoin, et une ligne avec un espace automatique. On va créer ce qu'on appelle une collection view pour pouvoir afficher les éléments de notre collection. En option verticale, on va vouloir qu'elle prenne toute la place, donc fill. Item source, ça va être du coup binding, alors on va récupérer la variable item, que l'on va déclarer juste après dans le code. Selection mode, on veut pouvoir sélectionner un seul élément, single. Et on va créer un événement selection changed. Alors, on va supprimer ceci. Et ça, on va l'appeler on selection changed. Voilà. Donc, lorsque l'on va changer de sélection, en fait, on va tout simplement amener l'utilisateur vers la page de mise à jour ou de création, ou de modification, pardon, de l'élément sélectionné. Il nous faut définir un item template pour pouvoir afficher à l'utilisateur correctement les données. Donc à l'intérieur de ceci, il faut utiliser data template.
On peut passer en paramètre x2.datatype pour pouvoir avoir l'autocomplétion. Donc pour ce faire, il nous faut d'abord, alors par exemple si je vais dans AppShell, j'ai l'exemple, je récupère View. Et donc en dessous, xmlns2.x, je vais utiliser models, xmlns2.models, et j'importe ce namespace pour pouvoir utiliser mes classes modèles, model2.login_credential. Là, on indique que dans le data template, on va utiliser un item de type login credential. On va recréer une grid à l'intérieur avec 2 colonnes qui prendra l'espace nécessaire et une autre qui s'adaptera avec l'automatisme. Un padding pour espacer un peu le tout. Et du coup, label égale le titre du login credential website. Enfin, le titre, c'est le website. Et on aligne au centre. Ok. Donc là, on a ce qu'il nous faut. On va pouvoir... Alors, en dessous, ma collection view. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié un quelque chose. Ah oui, ici. En dessous, ma collection view, on va créer un bouton qui sera sur la deuxième ligne de notre grid. Texte égal ajouter un mot de passe. Hop. Et donc là, on a créé un événement clicked. Alors là, on va appeler ça on item add. Et donc cet événement va nous permettre d'afficher la fenêtre de création d'un nouvel item. Donc maintenant, si on se rend dans le code de cette page, pour le onItemAdd, on va déjà s'occuper de ceci. Ça va être une méthode qui sera asynchrone, donc on va ajouter le mot-clé async devant void. On va utiliser le mot-clé await, shell.current.goToAsync. Alors ici, on va dire en gros à l'application de naviguer vers la route login credential item page. Alors là, on n'a pas encore codé cette route, il faut la register dans le AppShell, on l'enregistre. AppShell, dans le code. Voilà ce que l'on va faire. Dans AppShell, je me suis trompé. Voilà. On peut le initialize component. On va utiliser la classe routing. On va faire register route. Name of, comme on vient de faire. Login credential item page. On n'oublie pas le using. Et du coup, route factory, donc vers quelle page on redirige cette route. Parce que là, il s'agit simplement du nom de la route. Hein. Ça pourrait très bien être à la main, login item par exemple. Mais pour des raisons de simplification, on utilise le nom de la classe ici. Login credential item page. On redirige vers cette page-là. Grâce au mot-clé typeof. Tac. On peut se rendre du coup ici, on navigue ici, on navigue vers cette page-là, on utilise des animations par défaut du coup de l'appareil, pour que ce soit joli, pour que ce soit fait sous forme de transition. Et on peut passer des paramètres, alors on attend ici un dictionnaire. Donc on va créer new dictionary, string object comme eux ils attendent, et on va directement l'initialiser. Alors pour ce faire, il nous faut créer un tableau. Alors on va l'appeler item et égal item. Alors item on l'a pas, vous allez me dire. Parce que effectivement il faut créer un nouvel objet. Login credential. Je me suis emmêlé les pinceaux. Tac. Voilà. Donc on crée un nouvel objet. Login credential. Puisqu'ici on ajoute un élément, donc il n'existe pas encore. Pour que cette propriété item soit prise en compte, hein, on l'aurait très bien pu l'appeler Toto, il faut que l'on aille dans la view login credential item page et que l'on ajoute
une annotation au-dessus de la classe ici, query property, item, le nom de la propriété, et le nom de la query ID, du coup, pour passer en paramètre, item. Comme ça, on va récupérer l'item ici. On va faire de même temps qu'on y est dans cette classe, rajouter la base de données, la connexion à la base de données. N'oublie pas le use. Voilà. Database. Database, on l'injecte. This.database. Forcément, si j'oublie le nom de la variable, ça va pas passer. Égal database. Ok. C'est parfait. On va pouvoir créer une propriété du coup login credential pour avoir accès à l'objet que l'on passe en paramètre, que l'on appelle item. Get. Et on va définir l'objet en tant que binding context pour pouvoir y accéder dans notre vue. Voilà. Donc voilà comme ceci. Ce qu'il faut faire pour directement, une fois qu'on a accès, qu'on récupère notre query property, la définir en tant que binding context dans notre vue. Très bien. On va peut-être commencer. Tac, net Android. On va lancer notre application, voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, on n'a pas d'éléments dans notre base de données. Il va falloir que l'on fasse la vue de l'item pour pouvoir eh bien, en ajouter. Donc voilà ce que ça donne. Alors par contre, je vois que on a oublié des petites margines pour que ça fasse un peu plus propre. Ici, voilà. Ajouter un mot de passe. On se retrouve ici. Alors d'ailleurs, au niveau du title, dans notre classe login credential list page, on va ajouter une propriété title. Liste par exemple. Voilà. Ajouter un mot de passe. On va faire deux choses. Donc dans le login credential item page, hop, title, ça va être binding website. Pour ce faire, il nous faut par contre définir x2.datatype pour avoir l'autocomplétion. Alors pareil, on doit par contre utiliser modèle ici, comme on a fait dans login credential list page. Models de point login credential. Voilà. C'est parfait. On va pouvoir faire notre vue sous forme de scroll view, ici. Un vertical stack layout, du coup, dans notre scroll view. On va créer un label, texte égale site. Hop. Et des entries, texte égale binding website. Donc ce sont des champs, des inputs que l'on va pouvoir, voilà, pour saisir des informations. On va utiliser des padding et des spacing pour pouvoir rendre la chose un peu plus jolie. Et start and expand pour commencer bien à gauche et bien prendre toute la place. Sinon ça pourrait être center and expand ou center tout simplement. On va rester comme ceci. On va créer plusieurs entries, 3 tout simplement, avec le website, le nom d'utilisateur et forcément le mot de passe à saisir, donc nom d'utilisateur, voilà, password, mot de passe, ok, et ensuite il va nous falloir des boutons, button, texte égale enregistré, on va en créer 3, enregistrer, annuler, et enfin supprimer, et on va lui mettre une petite couleur différente car faut pas confondre ce bouton avec les autres. Donc je vais lui mettre dark red. Ok, on va lui attribuer une propriété isVisible en fonction de l'ID, binding ID. Puisqu'il faut savoir que si notre login credential n'est pas créé, son ID vaudra 0, donc il sera invisible. Il sera invisible, et par contre, si on est en train de modifier un credential actuellement, et bien l'ID vaut plus que 0, au moins 1, donc
il sera visible. On va pouvoir créer les événements. Click nouveau gestionnaire d'événements. Click de même et de même pour celui-ci. Comme ça, on a nos 3 événements de créer. Nos vues vont être créées. Alors par contre, il faut actualiser. Et du coup, on va pouvoir passer au code et donc terminer eh bien, la création de cette application. Alors, on a effectivement le champ count ici qui n'est plus utilisé. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Si j'enlève le isVisible ici, on a bien le supprimé qui apparaît. Ok, parfait. Donc, on va s'occuper de l'insertion en base de données des items. Donc, login credential item page. On a bien fait ceci. Bouton clic, donc là, c'est le bouton on saved clicked. Ensuite, on a le on cancel clicked. Et le numéro 2, ça va être le on delete click. Donc là, j'utilise double CTRL R pour pouvoir modifier et ici, et à la fois dans le template XML automatiquement. Donc le cancel, ça va pas être compliqué. C'est tout simplement un retour en arrière. Await shell, donc on n'oublie pas le mot-clé async. .current, .goToAsync. Et pour retourner sur la page d'avant, on utilise les doubles points. On anime. Voilà. Pour le bouton save, on va vérifier premièrement que le website ne soit pas vide avec isNull or empty or whitespace de item.website comme ceci. Et si eh bien, ce champ-là est vide, on va indiquer l'utilisateur avec la fonction display alert, site obligatoire par exemple. On l'a appelé comment? Site, ouais. Hop. Et on dit veuillez, on marque en message, veuillez entrer le nom d'un site web pour continuer. Et le message, ça va être OK. Enfin, le bouton cancel. Et return. Pour ne pas procéder à l'ajout de l'élément. Il faut effectivement coder la fonction saveItem dans notre classe database. Alors, public async task de int, on va retourner un entier, c'est-à-dire l'id de l'item sauvegarde en base de données. SaveItem async. Il faut passer en paramètre eh bien, un objet, un nouvel objet. On utilise toujours la fonction initialize. If item n'est pas égal à 0. Donc dans le cas où l'item n'est pas égal à 0, en fait il va s'agir d'une mise à jour. Donc on va utiliser la fonction updateAsync de notre objet connexion de item. Et dans le cas contraire, il s'agit d'une insertion. Donc on va utiliser la fonction await connection.insert async de item. Alors ici il faut utiliser la propriété id. Voilà. Donc si je reviens dans ma vue, je vais utiliser ma database .saveItemAsync de item. C'est tout simplement comme ça que ça va fonctionner. Et une fois qu'on a sauvegardé, on va retourner en arrière. On va retourner à l'accueil. On va pouvoir tester directement si ça fonctionne. Mon émulateur est juste ici. Alors, c'est un peu long l'initialisation. Ajouter un mot de passe. Facebook. Test. Enregistrer. Ok, donc ça a dû marcher, mais forcément, je n'ai pas codé l'affichage de la liste. On va directement y aller dans le login credential list page. Et donc là, il va falloir modifier l'affichage de host, l'événement onNavigatedTo. On utilise le mot-clé override. Donc lorsque l'on navigue sur cette page, il faut récupérer les items
avec la fonction de notre base de données, hein, database.getItemsSync. Et pour remplir notre collection, on va utiliser le mainThread.beginInvoke on mainThread. Donc en fait, ici, on modifie l'interface utilisateur, donc on doit utiliser cette fonction pour ne pas bloquer l'interface, ne pas générer d'exception, et remplir du coup notre collection view. Notre collection view, non, notre liste d'ailleurs que l'on n'a pas créée, qui va être une observable collection. Observable collection. Voilà, using system.collection.objectModel. De type login credential. On l'appelle ça items getSet. Et on l'instancie d'entrée de jeu dès l'appel de notre vue. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on va vider notre liste à chaque fois que l'on arrive sur cette page. Et on va, pour chaque item dans nos items ici, eh bien, l'ajouter à notre liste. Items, à notre liste publique, juste ici. Alors, il y a sûrement une autre solution, mais là, je vous propose ceci qui fonctionne. D'autres moyens d'aborder aussi, sans passer par un view modèle. Ce genre de collection observable. Alors, ok, on va pouvoir ajouter un site et puis regarder test. Alors, getItemsSync, est-ce qu'on a des items? On en a effectivement 2. On n'a pas dû faire le binding juste après, c'est pour ça que l'on n'a pas l'affichage. Login credential list page. Il nous faut utiliser le binding context. Effectivement. Binding context égale this pour pouvoir afficher, pour pouvoir binder tous nos éléments correctement. Sinon, ça ne marche pas. Donc en mettant ceci, on devrait avoir nos éléments. Et donc, ok, les voici. Maintenant, quand on clique sur un élément, il ne se passe absolument rien. C'est normal. Il faut coder ce comportement. Donc à partir de onSelectionChange, hein, l'événement sur la collection view, hop, on a un event arg ici, selectionChanged. Oula. Ok. Donc on va récupérer cet événement. On va d'abord faire une vérification avec e.currentSelection.firstOrDefault. Des fois il peut arriver que l'on clique un peu n'importe où et que cela sélectionne en fait aucun élément. Et donc, en récupérant ceci, cette variable peut être soit nulle, soit de type login credential. Eh bien on regarde si ce n'est pas un objet de cette instance-là. En même temps, on va le nommer item. Donc si cette condition est satisfaite, on arrête tout, on fait rien. Sinon, on fait la même chose qu'ici. On navigue vers l'autre page, mais cette fois-ci, en utilisant notre objet item, que l'on a récupéré juste plus haut. Juste ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour que ça la plante comme ceci? Oui, il faut que ma fonction soit asynchrone. On va pouvoir relancer l'application et naviguer vers la page eh bien, de mise à jour d'un identifiant. Ok, donc j'ai mes éléments, et si je clique sur un élément, on récupère bien toutes les informations. Alors, ce que l'on va faire pour le mot de passe, on va faire une petite bidouille pour ne pas l'afficher tout le temps. Login credential item page. Alors, il faut que j'aille sur la vue. Ok, qui plante. Ok. On va aller là, view, login credential item page. On va ajouter sur le password, l'entry isPassword égale true de base. Ok. Et on va ajouter un événement on, alors, focused item page on password focused. Et donc là, ça va pas être compliqué. On va en fait
récupérer le isFocused. Si jamais l'événement lot on tree est focused, alors on récupère un objet type onTree à partir du sender, de l'objet ici. C'est comme ceci pour... Hop. Voilà. Donc entre parenthèses entry sender, point isPassword égale false, else, le cas contraire, on lui affecte la valeur true. Donc c'est lorsqu'on va cliquer sur la case, la cellule input, on va afficher le mot de passe, et lorsque l'on va enlever le focus, on va ne plus l'afficher, tout simplement. Si l'on va dessus, donc ça c'est fait, après on aura le bouton supprimer, voilà vous voyez, comme ceci. If focused, c'est peut-être pas le bon event. Est-ce qu'on n'a pas plutôt l'événement? Où suis-je? Ah oui, c'est parce que dans le unfocused, il faut aussi mettre le même événement, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Si j'arrive ici, comme ceci. Il nous faut l'événement focused et unfocused et lui passer la même fonction. Forcément. Ok, on va avoir le bouton supprimer à faire et du coup dans la partie database, la fonction delete. Pas compliqué, encore une fois. Public async task de int. On va l'appeler delete item async. Login credential item. Hop. Et du coup ici, on appelle toujours la fonction initialize et return await connexion. Connexion. Point delete async de item. Voilà. Ça c'est pas compliqué. On va pouvoir retourner dans notre liste page. Item page, pardon. Et sur le onDelete clicked, on va pouvoir exécuter await database.delete item async et on retourne en arrière vers la page, la liste des identifiants. Et une fois ça fait, on va pas être mal, je pense. On va pouvoir regarder ce que ça donne. Hop. Alors. Ma petite liste Twitter, supprimée. Ok. On n'a plus qu'à afficher l'alerte sur le delete. Et de même, on ajoute une sécurité, if item.id égale 0, return. On ne sait jamais, il peut déjà avoir été supprimé d'une autre façon. Donc par answer égale display alert, donc la fonction display alert va nous retourner vrai ou faux selon le bouton sur lequel l'utilisateur a appuyé. On va lui mettre l'alerte en titre et le texte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce mot de passe? On va mettre le texte oui ou le texte non. Donc oui pour confirmer et non pour le valeur cancel. Et uniquement dans le cas où answer égale true, on va faire ceci. Hop. Oula, j'ai un peu troll là. On va supprimer les données. Ok. Il nous faut utiliser le mot-clé await, forcément, pour afficher l'alerte. Très bien. Donc on est plutôt bien dans ce cas-là. Hop. Alors, tac, supprimer, êtes-vous sûr? Non, supprimer. Voilà. On a bien le titre ici. Et lorsqu'on fait ajouter un mot de passe, on n'a pas de titre ici. Donc ce que l'on va faire, c'est dans notre item page, ajouter un événement. Alors on va override un événement qui existe déjà. On appearing.
Et du coup, ce que l'on va faire, c'est une petite vérification, vérifier si l'item.id est égal à 0. Alors, title égale ajouter un mot de passe, par exemple. On va régénérer, appliquer la modification, et on va en avoir fini avec notre petite appli, du coup, de type gestionnaire de mot de passe, plus ou moins sécurisé, puisqu'on a une base de données avec les mots de passe stockés en clair. Alors, dernier test, on a toujours le titre Facebook, ajouter un mot de passe, ajouter un mot de passe. Donc c'est plutôt parfait. Ok, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la création d'une application mobile avec .NET MAUI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos.